coup, alors, tac, guest microphone, te voilà, hop, super, voilà, je vais me rajouter, voilà, c'est moi, voilà, et voilà, on est prêt à y aller. Ouais, nickel. Alors, Ok, super, alors on est bon. On est bon, on y arrive. Kidoki. Eh bien, c'est parti. Eh bien, voilà qu'on est live. Attends, je vérifie pour être sûr que le signal est bien updaté. Alors, tac, voilà. Avec des petits oiseaux, c'est parfait. Ah, il y a un petit délai, c'est marrant. Voilà. Oui, oui, alors il y a effectivement un petit délai. Hi. So, just a moment. Okay. So, hello, Oliver. Welcome to the 12th episode of Instant Future, a live stream that is dedicated to any topic about and around the future. Alors, Oliver, tu es complètement francophone. On s'est connus d'ailleurs en Belgique. Il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps. Et donc voilà. Hi. Alors le chat, donc Oliver est tout à fait prêt à le faire en français. Alors, comme je l'ai annoncé en anglais, j'ai une question pour vous, c'est en quelle langue voulez-vous qu'on le fasse? Parce que en fait toutes les options sont ouvertes du coup. Enfin, toutes les options, il ne faut pas exagérer. C'est-à-dire français-anglais, allez. on va se focaliser là-dessus. Écoute, on va commencer en français. Ouais, ouais. Et voilà. Donc Oliver, voilà, bonjour. Il y a de l'autotune sur ta voix. Ouais, ça, ouais, en espérant que ça passe. Oliver, donc voilà, bienvenue dans Futur Immédiat. Donc c'est une émission que j'ai créée à la suite de conférences pendant le confinement. Je trouvais qu'il y avait du sens à le faire online et de pouvoir creuser dans les différents sujets. Et donc, avant de continuer, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement et ton parcours dans la durabilité? Bien sûr. Ouais, ouais. Avec plaisir. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Oliver Dudok-Vanel. En fait, je suis né en Belgique il y a trop longtemps. Et j'ai fait mon école en Belgique. Et puis, j'ai commencé, après une étude de droit, j'ai commencé ma carrière dans le conseil d'entreprise. Et puis je me suis dit, après quelques années, après une MBA à INSEAD, que c'était pas ce que je voulais faire. Je voulais faire quelque chose qui avait un but un peu plus positif en ce qui concerne le monde où nous vivons. Et donc j'ai commencé à faire en fait le conseil d'entreprise euh, sur le développement durable. Donc je suis toujours focalisé sur les entreprises. Et ça fait maintenant presque, ouais, ça fait 20 ans que je fais ça. Mais c'est à propos de comment aider les entreprises à intégrer le développement durable, donc le social, l'environnemental, etc.,
dans leur stratégie et dans leur façon de penser aux consommateurs, à leur futur, à leurs business models, etc. Et, euh, et c'est quelque chose que je fais en ce moment depuis 5 ans maintenant pour Freshfields, une boîte d'avocats qui a un bureau à Bruxelles aussi d'ailleurs. J'enseigne aussi le développement durable à Cambridge, un institut qui s'appelle le Cambridge Institute for Sustainability Leadership. Et bon, c'est quelque chose qui me passionne. C'est un domaine fascinant, très frustrant par moments. Mais je crois que la crise que nous vivons en ce moment est une opportunité de vraiment penser à comment faire les choses mieux. Voilà. Ok, super. Bah, écoute, merci. Alors, excuse-moi, parce en parallèle, je lis le chat pour essayer de comprendre. Donc voilà, le chat te dit bonjour. Bonjour. Voilà. Ah ben je vois que tu as le chat sous les yeux aussi. Alors Ouais. pas de souci. Et donc globalement, ça fait donc une vingtaine d'années que tu es dans la durabilité. Moi, je me rappelle effectivement, à l'époque, tu étais parti à Londres et tu as commencé à travailler, je ne sais plus si la boîte s'appelait Sustainability. Exactement, ouais, Sustainability. Et donc, ça faisait vraiment partie des pionniers. Moi, ce qui m'intéresse assez fort, en fait, dans ton parcours et dans ton profil, c'est 20 ans d'expérience dans le domaine, c'est déjà long pour le domaine, donc tu as dû connaître plusieurs phases, tu as fait du conseil, puis maintenant, voilà, je ne sais pas si le type de boîte pour lequel tu as travaillé a muté, ou si c'est quand même depuis toujours des large multinational accounts et ce genre de choses. Et donc, ce qui, je pense, de mon opinion, c'est ce qui me paraît atypique ou particulier dans ton parcours, c'est d'avoir 2 décennies déjà dans la sustainability, de voir comment ces boîtes qui peuvent parfois être perçues comme de evil companies ou autres s'intègrent dans la sustainability, si le parcours social, enfin après on les reposera les unes à l'autre, hein, mais comme ça je te livre mon intention de départ, et donc de voir ok, d'où on vient, comment ça a évolué, où est-ce qu'on est, et comment toi tu sens les choses dans le futur, et comment est-ce que tu perçois comment les entreprises peuvent bouger, s'actionner, ce qui est pour vraiment avoir un impact rapide. Voilà, ça c'est le gros. Donc peut-être recommencer par le début et dire quand tu as commencé, la sustainability, c'était comment. Oui, d'accord. En fait, moi, mon premier projet, quand j'ai commencé chez Sustainability, c'était un rapport qui s'appelait Buried Treasure. Understanding the Business Case for Corporate Sustainability. Donc, c'était en fait de partir de la prémisse que c'était l'important, on vit dans un monde capitaliste où les entreprises doivent faire de l'argent, tout simplement. Et donc l'important, c'était de faire le lien entre le développement durable et les activités que les entreprises peuvent faire point de vue développement durable et le succès de l'entreprise mesuré d'habitude de façon financière. Mais bon, quand on dit de façon financière, c'est quelque chose d'assez large. Ça peut être les revenus, donc ça c'est très financier direct. Ça peut être une réduction de coûts d'entreprise qui est aussi directement financier. Ça peut être l'amélioration de la valeur de l'entreprise, mais c'est aussi des choses beaucoup plus intangibles comme l'attraction du talent, l'attraction des consommateurs, la réputation. Ce sont tous des thèmes qui en fait contribuent à la valeur de l'entreprise. Et il y a un très grand lien entre la plupart de ces thèmes et le développement durable. Mais donc, quand moi j'ai commencé, donc c'était en 2000, c'était en avril 2000 que j'ai joint Sustainability. L'agenda était dominé par 2 thèmes. D'un côté, c'était les coûts d'entreprise, comment est-ce qu'on pouvait diminuer les coûts d'entreprise. Ça, c'est le concept de eco-efficiency. Donc, si on utilise moins d'énergie, moins de ressources naturelles, etc., pour faire la même quantité de produits, on se fait plus d'argent. Donc, eco-efficiency, c'était quelque chose qui devenait très, très populaire. Et il y avait vraiment un grand mouvement environnemental qui faisait que les entreprises cherchaient de trouver ces opportunités de réduire leurs coûts. Et donc là, il y avait un lien direct avec le développement durable. L'autre côté, c'était le côté du risque. Le risque de façon différente, mais le risque surtout aussi à la réputation de l'entreprise. Donc en 1997, je crois, Shell avait expérimenté sa première crise
assez important de point de vue développement durable avec le Brent Spar. Je sais pas si tu te souviens de ça, mais c'était cette oil platform qui était décommissionnée. Et en fait, ils ont décidé de la faire couler, ou leur plan était de la faire couler dans l'océan. Et c'était quelque chose qui, scientifiquement, était relativement logique, mais qui a bien sûr eu qui a engendré un mouvement anti-Shell assez phénoménal, qui se sont dit mais comment est-ce que vous pouvez penser que vous avez le droit de lécher vos déchets dès que vous en avez plus besoin et les faire couler dans un océan où il y a la nature, où il y a etc., etc. Donc ça c'était une crise qui était très haut profil. L'autre c'était la crise avec Nike et leurs sweatshops qui commençaient à devenir très visibles. Et tout le monde disait dans les entreprises, bon, quel est notre sweatshop crisis? Quel est notre Brent Spar crisis? Et ils commençaient vraiment à vouloir analyser les risques. Et donc ça, c'était le thème le plus important. Donc si on parlait avec des CEO d'une entreprise, c'était pour parler plutôt du risque d'un côté, et aussi du point de vue réduction de coûts, mais ça c'est moins les CEO, ça c'est plus les operations managers, etc. Bon, maintenant, on parle dans ce cas-ci, est-ce que leur intérêt était d'éviter d'avoir des sweatshops dans leurs fournisseurs, ou bien c'était d'éviter d'avoir un impact sur leur image, comme quoi ils utilisaient des sweatshops? Est-ce qu'à ce moment-là, c'était premier degré où on avait déjà quand même une intention? Disons que jusqu'à ce moment-là, avec Nike par exemple, avec Nike, on s'est rendu compte qu'en fait, tu ne peux plus te cacher derrière tes fournisseurs. Hein? Parce que si toi tu es Nike et un fournisseur quelque part au Bangladesh traite ses employés mal, c'est pas le nom du fournisseur au Bangladesh qui sera dans les journaux, ce sera le nom de Nike. Et donc tout d'un coup ils se sont rendus compte que supply chain management était extrêmement important et qu'ils devaient vraiment avoir la capacité d'identifier les problèmes et de pouvoir les gérer. Et donc ça générait toute une entreprise de système de supply chain management. C'est tout le début du CSR et voilà. de cette traque-là. Maintenant, tu dis CSR, moi je fais une distinction très importante entre CSR et Sustainability. Je vais t'expliquer quelle est la différence. Donc pour moi, CSR, qui tient pour Corporate Social Responsibility, c'est un peu community investment, community philanthropy, des choses comme ça. C'est la façon dont les entreprises dépensent leurs profits. Donc s'ils ont fait de l'argent, ils se disent bon, maintenant qu'on a fait de l'argent, on va le donner d'une façon sympa pour aider les gens par-ci par-là. Corporate Sustainability, c'est penser à la façon dont tu génères tes revenus. Donc c'est l'entreprise entière. C'est de voir où tu trouves tes matériaux, comment tu fais ta production, comment tu distribues tes produits, qu'est-ce qui se passe après la vie du produit, est-ce qu'il va être jeté, comment est-ce que tu marketes tes produits à des enfants, etc. Donc ça c'est comment une entreprise fait de l'argent. Et Corporate Sustainability, c'est vraiment regarder sur tout ce trajet-là. C'est pas uniquement... Et moi, je me souviens, pour moi, le déclic est venu quand j'ai lu un bouquin de Ben & Jerry's. La compagnie de glace qui a été achetée par Unilever. Je pense que je me rappelle que tu m'avais parlé du livre, et je sais que tu as toujours aimé Ben & Jerry's dans leur approche. En tout cas, à l'époque, on parlait déjà en bien. Tout à fait, ouais. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de rencontrer Ben juste avant que Unilever achète l'entreprise. Mais bon, eux, ils disaient dans ce bouquin qu'ils avaient écrit, Ben & Jerry's Double Dip, ça s'appelait. Ils disaient, on peut avoir un impact, on donne 10% de nos profits. Ça, c'est bien, on fait ça. On est sympa, on fait ça. Mais notre impact, c'est beaucoup plus important, c'est où on achète notre lait, où on achète les noix, le chocolat, le cacao et tout ça. Parce que c'est là où où on peut changer le monde. Et ça m'est toujours resté. Et je crois que maintenant, les entreprises ont évolué dans cette direction-là. Donc toi, tu constates, à l'époque, c'était, évidemment, j'imagine que Londres a toujours été quand même un épicentre d'un business qui est plus mature que plein d'autres endroits. Je sais même pas si ça a défini ou déterminé le choix de cet endroit-là dans ta carrière ou pas, ou si c'est tout à fait autre chose. Londres, c'était par chance. C'était tout simplement parce que je venais sortir d'INSEAD et j'avais plein de copains qui allaient à Londres. Je me suis dit pourquoi pas Londres. Mais c'est vrai que je suis bien tombé parce qu'il y a beaucoup d'activités en Londres. À Londres, il y avait tout un centre d'investisseurs responsables
Et il y en a toujours énormément. C'est une ville très active de ce point de vue. C'est pas la seule, parce qu'il y a des développements très intéressants dans d'autres parties du monde, mais c'est vrai que c'était un bon endroit pour commencer ce travail, ça sans aucun doute. Et donc tu dis, ça a beaucoup évolué aujourd'hui, parce que allez, où tu achètes tes matières premières, éviter d'avoir des procédés polluants et autres, ça c'est vraiment réduire les negative externalities. Et puis tu as tout l'impact sur comment créer des positive externalities et avoir un impact. Toi tu sens vraiment une mutation. Il y a déjà des entreprises qui sont vraiment dans des vraies réflexions de fond avec des gros impacts. Enfin, est-ce que ton sentiment, c'est qu'on avance dans le bon sens, à la bonne vitesse? Est-ce que tu es plutôt enthousiaste? Enfin, voilà. C'est quoi ton feeling par rapport à ces 2 décennies dans lesquelles tu as accompagné ces entreprises? Donc, est-ce qu'on avance dans le bon sens? Absolument. Et ça fait 20 ans qu'on avance dans le bon sens. Est-ce qu'on avance à la bonne vitesse? Ça, c'est la question. Parce que moi j'ai toujours dit, moi je disais toujours je sais pas comment dire en français, mais bon, Say it in English. This is the English feed, so you can absolutely switch whenever you want. Thank you. No, the pace of change is not equal to the need for change. Donc les choses ont changé énormément, aucun doute. Mais jusqu'à il y a, je dirais, 3 ans, c'était trop lent. C'était trop lent. Les entreprises faisaient beaucoup pour le changement climatique. Ils pensaient beaucoup au plastique. Ils pensaient à ces choses-là, mais ils ne faisaient pas assez. C'était tous des changements incrémentaux. Ou incrémentaux. Incrémentaux. Ok, merci. En fait, ceci n'est pas l'English edition of Future Media, c'est la Jean-Claude Van Damme edition of Future Media. Voilà, exactement. Et je suis le plus grand Jean-Claude Van Damme de nous deux. Donc, depuis 3 ans, tu vois un vrai... Voilà. Un énorme changement. Et le changement... C'est facile. Est-ce que tu as des exemples concrets ou c'est juste quelque chose que tu sens dans l'énergie de la boîte, dans les décisions qui tombent En fait, ce qui a changé les choses, bon, il y a quelques choses qui ont commencé ça en train. D'abord, 2015, c'était une importante année. C'était l'année du Paris Climate Agreement, donc où le monde entier s'est mis d'accord qu'on devait arriver à au moins une réduction de 1,5 degré, espérons 2 degrés. Je ne suis pas convaincu, mais bon, on verra. Mais donc, c'était un accord mondial très important. Et l'autre, en 2015, c'était le développement des Sustainable Development Goals. Donc ça, ce sont 17 buts. Les UNS, les SDGs. SDGs. Donc 17 buts établis par les Nations Unies. Toutes les nations des Nations Unies se sont mis d'accord là-dessus. Et ça a donné un sens de but, a direction of travel. Et ça, les entreprises, vraiment, on switché là-dessus, on raccroché. Oui, tout à fait, disons. Mais le truc avec les SDGs, leur force, c'est qu'ils couvrent tout. Leur faiblesse, c'est qu'ils couvrent tout. Dans le sens que si moi je suis une entreprise, je ne peux pas avoir un impact sur tous les 17 SDGs. Donc qu'est-ce que je fais? Je choisis ceux sur lesquels je peux avoir un impact positif, mais peut-être que j'oublie ceux sur lesquels j'ai un impact négatif. Donc il y a un peu cette dimension de choice editing quand on regarde quel SDG faire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui font leur rapport développement durable en fonction des SDGs, etc. Donc tout ça a certainement changé quelque chose. Et c'est aussi une façon très pratique d'expliquer qu'est-ce que c'est sustainability, qu'est-ce que c'est le développement durable. Parce qu'avant ça, c'était très nébuleux. Moi, j'ai toujours mon critère, c'est toujours est-ce que je peux expliquer ça à ma mère, que tu connais bien d'ailleurs. Je pense dans le chat, ou en tout cas qui nous regarde. Et ben voilà. Donc avant 2015, je disais à ma mère, maman, je travaille dans le sustainability. Elle me dit, ah oui, d'accord. Et qu'est-ce que c'est? Ah ben oui, c'est ça et ça et ça. Ah oui, d'accord. Et puis un mois plus tard, ce serait, c'est quoi que tu fais encore? Pardon, maman. Mes parents sont partis sans vraiment comprendre ce que je faisais. Je ne peux pas encore dire c'est pour que la planète aille mieux, mais voilà. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, avec les SDGs, tu peux en fait dire, bon, il y a 15 buts qu'on doit arriver à la planète, 15 buts concrets et puis 2 buts plus administratifs. Donc, enlever la pauvreté, enlever la faim, minimiser notre impact sur le changement climatique, etc., etc., etc. Donc, ça devient beaucoup plus concret et beaucoup plus visible. Donc, ça, c'était un positif et ça a sûrement aidé à avoir l'attention publique.
c'est beaucoup plus facile à communiquer dans la presse, etc. Donc ça, c'est une chose. Mais ce qui a vraiment changé les choses, c'est plus vers 2017, je dirais, quand les investisseurs se sont intéressés là-dessus. Les investisseurs se sont tout d'un coup rendus compte, et je crois que le premier qui l'a vraiment fait, c'était Larry Fink, le Chief Executive Officer de BlackRock, qui est le plus grand asset manager, géreur de fonds dans le monde, privé. BlackRock, on y reviendra. C'est un peu un sujet, mais je voudrais avoir ton avis parce que je suis très interrogatif par rapport à BlackRock. Et tu as tout à fait raison de l'être. Parce qu'ils ont Aladdin, ils ont même, voilà. Mais c'est off topic, donc on y reviendra peut-être en question bonus après. Ouais, sans faute. Mais par contre, comme tout le monde s'était toujours dit avant, les investisseurs, ce sont les investisseurs éthiques ou les investisseurs responsables qui sont intéressés par le développement durable. Et ça, c'est un groupe limité qui représente plus ou moins 10 à 15% des fonds gérés dans le monde. Donc c'est relativement important, mais c'est quand même un petit pourcentage. Du moment que Larry Fink commence à dire, quand nous on investit, on veut investir dans des companies with purpose, donc des compagnies avec un but. Une raison d'être. Voilà, bravo, une raison d'être. Parce que c'était le sujet d'une émission il y a quelques semaines. Et donc je me suis creusé la tête pour savoir comment est-ce qu'on traduit purpose en français. Voilà. Ça, c'est parfait, raison d'être. Donc les compagnies avec raison d'être, ce sont des compagnies qui auront probablement plus de succès parce qu'ils arrivent à connecter avec leurs consommateurs, ils arrivent à connecter avec leurs employés qui travaillent mieux, ils arrivent à développer une vision de l'entreprise qui prend les gens avec eux et qui en fait aide l'entreprise à vivre beaucoup plus longtemps et à être beaucoup plus profitable. Donc et l'autre chose aussi, c'est les investisseurs avec Larry Fink et d'autres ont commencé à comprendre et être bien plus capables de quantifier les risques. Donc ce qu'ils demandent maintenant, qui est très important, c'est par exemple une entreprise pétrolière, quelle est votre analyse de vos risques climatiques? Comment est-ce que vous avez intégré les risques climatiques dans le futur, dans la stratégie de l'entreprise? Et que ce soit une entreprise pétrolière ou même une entreprise qui fait des produits consommateurs. Quand tu penses que, par exemple, une boîte comme, je sais pas, Procter & Gamble ou Unilever ou Beiersdorf, leurs produits dépendent du pétrole à différentes dimensions. Donc, pour faire, par exemple, beaucoup de crème, il faut du pétrole. Nivea, c'est du pétrole. Pour faire les emballages, il faut du pétrole pour le plastique. Pour distribuer ces produits, il faut du pétrole pour les envoyer dans différents magasins. Et pour que les consommateurs les achètent, il faut du pétrole pour qu'ils aillent au magasin. Donc, si tout d'un coup, à cause du changement climatique, le prix du pétrole ou le prix du carbone augmente d'une façon significative, tout d'un coup, leur coût d'entreprise et leur profit, voire même des coûts qui n'en sont même plus en fait. Il y a le fait de le payer très cher ou d'y avoir accès. Quand tu vois par exemple quelqu'un comme Jean-Marc Jancovici, je ne sais pas si tu connais, c'est un gars qui est dans un think tank français de Chief Project, un think tank sur la transition. Il est très très savvy au niveau des chiffres. Il est ingénieur, il s'y connaît assez bien en énergie. Alors, moi, j'ai pas l'expertise pour te dire c'est lui qui a raison, mais sur base de mon expertise, de mon opinion, c'est celui que je vois qui est le plus factuel, en tout cas dans ce qu'il dit, qui source le plus ces débats. Et il dit il n'est pas du tout impossible qu'on arrive à un moment des zones où tu aurais uniquement 20 ou 25% de l'énergie disponible. Donc, on pourrait imaginer comme à Fukushima au Japon, quand ils ont coupé les centrales, que tout d'un coup ton usine soit dans une zone de délestage pendant la moitié du temps. Comment tu fais fonctionner ton usine s'il n'y a plus d'énergie pendant 50% du temps? Ce genre de plan de résilience, c'est des choses auxquelles vous participez déjà, parce que par exemple chez nous, en tout cas je ne vais pas dire que j'ai dans le monde professionnel que je côtoie, c'est encore des choses. Voilà, la durabilité commence à y arriver, les SDGs, ok. Par contre, les plans de résilience, c'est ce que moi parfois j'appelle du corporate survivalisme, tu vois, et c'est un peu parfois pour ça que tu passes. Pour un joyeux doudin qui dit ouais mais attends, tu veux pas non plus qu'on achète des machettes, quoi, tu vois. Voilà. Est-ce que donc tu vois des entreprises vraiment qui commencent à être complètement réceptives à ce genre de discours,
Tout à fait. Mais la résilience, c'est critique, hein, c'est protéger le risque aussi. Et maintenant, dans le nouveau monde que nous habitons depuis la pandémie, c'est évident que la résilience, c'est complètement clé. Et bon, comme moi je suis... Comment? Pour des gens comme toi et moi, mais toi, tu as vraiment senti, ça te dira, tu es un peu dans l'œil du cyclone. Oui, mais non, mais aussi, rends-toi compte, moi je travaille pour une compagnie d'avocats. Donc les avocats, leur responsabilité principale envers leurs clients, c'est leur protéger de risques. Donc ce sont des gens qui sont très attuned aux risques potentiels. Et je crois maintenant, moi j'écris beaucoup de blogs dans les dernières semaines à propos de l'impact de Covid sur le développement durable. Et ce que je me rends compte, c'est que ce qui résonne, c'est cette idée que le développement durable permet de devenir un monde et des entreprises plus résilientes. Et si on a un monde plus résilient, on reward, on compensera les entreprises qui sont plus résilientes, qui arrivent à nous donner ce niveau de protection. Donc la résilience est devenue un terme critique et je crois qu'il n'y a aucune entreprise en sortant de ceci, ni gouvernement, qui ne va pas penser aux risques potentiels et comment se préparer à ces risques potentiels, qui vont faire des scenario planning, des stratégies futuristes, dont toi tu sais bien plus que moi, pour essayer de comprendre quels sont les risques à l'horizon et comment se préparer pour ces éventualités. Alors, apparemment, il y a un petit écho chez moi, ce qui est étonnant. Et c'est supportable ou c'est totalement dérangeant, les amis? Je vais continuer en tant que tel. Donc, effectivement, oui, la résilience est super importante, mais ou alors il y a, ce qui est tout à fait possible, aussi un gap entre le discours tenu et les décisions qui sont prises derrière, parce que moi je me suis fait encore allumer sur le poste du premier ministre, du président. On a à côté PNL, ILM, Autotune. On a donc le président du parti libéral en Belgique qui avait posté un truc, et moi j'avais parlé de la croissance, et la décroissance c'est débile. J'ai dit, on peut peut-être s'entendre sur une nouvelle définition du mot croissance. Parce qu'effectivement, si tu mélanges toutes les dimensions économiques, le bien-être, la résilience, on pourrait dire, tiens, il faut qu'on fasse de la croissance de résilience au déficit peut-être d'une croissance économique cette année, ou on peut faire de la croissance économique sur des trucs régénératifs, mais plus sur des trucs destructifs. Enfin, voilà. Et en fait, je me suis fait allumer par un gars qui travaille dans le cabinet du Premier ministre en disant, on ne change pas une formule qui gagne. Les magasins ne seraient jamais remplis aussi fort lors d'une crise pareille sans un système libéral comme le nôtre, donc on ne change rien. Et donc, moi, ce qui me surprenait, si tu veux, là-dedans, c'est qu'il y a encore des gens qui te disaient, non, mais en fait, le problème de système, c'est qu'il n'y en a pas encore assez du néolibéralisme. Il faut qu'on pousse le truc encore plus fort, plus de croissance. Et j'ai un peu du mal, pas du parti libéral, du mouvement réformateur qui est un parti conservateur, NDLR. Ok, ouais. Libéral est peut-être un misuse dans ce cas-ci. Enfin voilà, et donc, si tu veux, moi, autant j'ai un drive super optimiste sur la crise, le fait que... Mais est-ce qu'en fin de compte, c'est pas un cognitive bias de gens comme toi et moi qui se disent c'est fantastique parce que nous, ça nous pousse dans une direction, alors que d'autres peut-être se rapatrient encore plus sur le connu. Enfin, voilà, je n'ai pas assez de recul et je ne suis pas encore en discussion avec assez de nouveaux clients pour avoir un vrai avis, mais j'ai parfois un peu des doutes sur ça. Comment toi, tu vois? Bon, il y a beaucoup de choses dans ta... D'abord, point de vue croissance. Il y a deux trucs que je veux te dire. Donc, si j'oublie l'autre, tu me rappelleras. Un, c'est à propos de la croissance, et l'autre, c'est à propos de est-ce que nous vivons dans une bulle? Parce que il y a ce risque que nous vivons dans une bulle. Bon, le chat, si j'oublie, vous me rappelez. Hein. Il y a ce risque, que nous vivons dans une bulle, mais en fait, il y a aussi une possibilité que la bulle s'agrandit. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que moi, j'ai commencé à écrire ces blogs il y a 8 semaines. Et je voulais un peu pousser l'enveloppe. Et mon audience pour ça, ce sont des avocats d'entreprise
et ce sont des gens qui sont très conservateurs, traditionnels, euh, euh, comme nous le comprenons. Donc ce ne sont pas des gens qui normalement pensent radical. Mais je voulais un peu pousser l'enveloppe, et donc c'est une expression anglaise, ça pousser l'enveloppe ou pas, je sais pas. C'est une Provoquer, voilà, provoquer. Tu pourras après, quand je reprendrai la parole, mettre l'URL du blog dans le chat. Parce qu'évidemment, le chat, quand tu parles de blogging, évidemment, ils disent on veut l'adresse. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Donc, dans le blog que j'écris, que vous pouvez trouver à sustainability.freshfields.com, tu veux que je mette l'URL dans le chat, d'accord. Oui, mais concentre-toi sur le truc, je vais m'en occuper. Vas-y, continue je vais m'en occuper, je vais m'en occuper. Je sais déjà se concentrer sur... Quoi? Chat room. Ah ben voilà, je l'ai. C'est bon. Je m'en occupe. Ah, il veut me le non, c'est bon, j'oublie ça. Tac. Donc, la croissance et la bulle. Ok, donc, je vais parler de la croissance d'abord, parce que je crois que ça expliquera la bulle mieux. Donc, pour moi, la croissance, c'est ce qu'on appelle en anglais un red herring. Je ne sais pas si tu connais l'expression. C'est un decoy. Ah oui. D'accord? Un leurre. Voilà. Pourquoi? Parce que nous avons, surtout depuis les années 50, on ne mesure que le succès d'une nation par son habilité de croître son économie, de grandir l'économie. Et pourquoi est-ce que c'est le cas? Parce que tout simplement, c'était une des premières mesures qui nous était disponible pour mesurer quoi que ce soit de point de vue économique. Et donc ça, c'était le problème, c'est que on avait cette mesure et on mesurait tout avec ça. Le bien-être de la société était mesuré par la croissance. Maintenant, quand on va aux années 50 et qu'on voit qu'on a vraiment grandi les économies pour sortir de la crise de la guerre, et encore dans certaines économies en voie de développement en ce moment, c'est encore assez important parce qu'il y a un grand lien entre la croissance et l'élimination de la pauvreté. Mais en général, c'est un indicateur très limité. Et moi, ça me rappelle un peu d'une histoire qu'on m'avait racontée, qui s'appelle en anglais The Drunkard's Search. Donc, c'est l'histoire d'un type qui tard la nuit, il est sous un lampadaire dans la rue, et il est visiblement saoul, et il cherche quelque chose. Et il titube un peu, il cherche quelque chose. Il y a un flic qui s'amène là, qui le voit, et qui lui dit Monsieur, est-ce que ça va? Est-ce que je peux vous aider? Il dit ah oui, j'ai perdu mes clés, je trouve pas mes clés. Ah ok, ben vous en faites pas, on va les trouver ensemble. Donc il cherche pendant 10 minutes, il n'y a pas de clés. Alors le policier lui dit mais monsieur, est-ce que je vois pas vos clés? Vous êtes sûr que vous avez perdu ici? Il dit ah non, je les ai perdues là-bas. Et alors mais pourquoi vous cherchez ici? Ah parce que c'est ici qu'il y a la lumière. Et c'est ça ce que nous faisons avec l'indicateur de croissance, le GDP. Parce que c'est ça la lumière, c'est la seule chose qu'on peut voir, la seule chose qui est visible, donc on mesure tout là avec ça. Oui, c'est un outil de mesure du siècle passé avec lequel on est en train de juger un monde qui a complètement changé et qui est complètement... Exactement. Et en fait, ce que nous avons besoin, c'est en fait cette combinaison. Moi, je crois qu'il y a 3 éléments qui sont importants. Je dis pas qu'il faut pas mesurer la croissance. Je dis pas que il faut la perdre, pas du tout. Mais je dis qu'il y a d'autres indicateurs qui sont importants. J'ai fait de la recherche là-dessus d'ailleurs il y a quelques années. Et pour moi, il y a 6 indicateurs qui comptent quand on regarde le succès d'une nation, d'une économie. C'est une capacité de générer de l'emploi, du bon emploi, pas n'importe quel emploi, du bon emploi. Une capacité de générer le well-being, donc la satisfaction de vie, le bien-être de ses habitants, et une capacité d'avoir un élément d'égalité d'opportunité au moins. Donc ça veut dire que tout le monde qui soit né d'un endroit d'une ville ou d'un autre, avec ou sans les ressources, qu'ils ont les mêmes opportunités. Donc ça, ce sont trois indicateurs socio-économiques. Et puis il y a 3 indicateurs environnementaux. Un, c'est zero carbon, donc réduire l'impact CO2 au minimum, réduire la waste, comment on dit waste encore? Les déchets. Voilà, donc les déchets de nouveau à zéro, et ensuite restaurer la nature. Donc
non seulement protéger la nature, mais la restaurer. Donc pour moi, ça, ce sont les indicateurs importants d'une société. Si à côté de ça, on veut aussi mesurer la croissance, il n'y a pas de problème. Mais en ce moment, tout ce qu'on fait, c'est on regarde la croissance et puis on oublie le reste. Donc pour moi, ça, c'est très important. Et je crois que c'est le genre de truc qui j'espère maintenant, on va commencer une nouvelle conversation avec cette idée avec la crise que nous vivons. Parce qu'on s'est rendu compte très bien. J'espère qu'il va. Donc, même si les entreprises sont déjà en train de bouger, pour l'instant, c'est un discours qui n'est pas encore intégré. Donc, il n'y a personne dans un groupe qui c'est déjà arrivé. Donc, dans ton expérience directe, je veux dire. Donc, ce sont des indicateurs, typiquement des indicateurs à niveau national. Mais tu vois, par exemple, en Nouvelle-Zélande, le nouveau Premier ministre, enfin plus si nouveau maintenant, mais Jacinda Ardern, elle parle, ils ont fait un budget, donc leur budget annuel, et un well-being budget. Donc leur priorité, c'est on investit de l'argent comme État là où on peut croître le bien-être. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Donc, moi, je crois que ça, c'est un très, très bon développement. Et c'est quelque chose qui a déjà été regardé dans d'autres pays. D'ailleurs, en France, Sarkozy, il y a 10 ans, regardez à ça. Il avait mis en place une commission avec deux gagneurs du prix Nobel d'économie, Amartya Sen et Joseph Stiglitz, pour regarder justement sur ces thèmes-là. Même en Angleterre, David Cameron parlait de Gross National Wellbeing. Donc, ce sont des thèmes qui sont montés un peu à la surface, mais puis qui ont disparu de nouveau, sauf en Nouvelle-Zélande. Moi, j'espère maintenant, avec la crise qu'on a vue, on s'est rendu compte que les gens qui sont les plus nécessaires à notre économie, les gens qui travaillent dans l'industrie de la médecine, les gens qui travaillent, les éducateurs et les gens qui produisent notre nourriture, ce sont ceux qui sont les moins bien payés. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce constat-là. Moi, ce qui me fait peur, si tu veux, ou en tout cas, je ne vais pas dire qu'il me fait peur, c'est une très mauvaise expression, parce que ça ne me fait pas peur, mais là où j'ai des doutes sur le fait qu'il va falloir qu'il ne faille pas à un moment pousser quand même, ou en tout cas qu'il y a encore des choses à faire bouger, c'est ce fameux adage qui dit qu'il est impossible de faire comprendre quelque chose à quelqu'un quand son salaire dépend du fait qu'il ne le comprend pas. Et en fait, aujourd'hui, cet entêtement des gagnants du jeu qui nous fait perdre tous, mais en fait on a des gagnants temporaires à des places privilégiées de pouvoir économique, ceux qui sont dans l'incapacité de bouger leur business model sans perdre, est-ce qu'ils vont à un moment se rendre compte que c'est quand même nécessaire? Et comment y arriver? Est-ce qu'il y a une méthode, même si c'est tapé longtemps sur un clou, alors qu'on commence à manquer cruellement de temps, mais enfin, je ne sais pas si je suis clair dans ce que j'essaie d'exprimer. C'est plus du change management. Dans ce cas-ci, on n'est plus vraiment sur la croissance, mais un peu sur une topic. Attends, je vois quelque chose sur le chat là qui m'amuse. Donc, on a trouvé un mec qui dit du bien de Nicolas Sarkozy sur la chaîne de Raph, un chat d'altermondialistes et des invités de droite. Alors d'abord, je suis pas de droite. Deuxièmement, qu'est-ce qui se passe là? T'es toujours là? Raphaël? Attends, alors, Oliver, est-ce que tu m'entends? Raphaël, t'es toujours là? Je suis toujours là, mais j'ai eu un petit problème de browser. Donc le string a continué, mais moi j'ai été éjecté de la room pendant quelques secondes. Désolé. Donc oui, Mathéo, c'est mon fidèle compagnon. Je fais des lives régulièrement sur sa chaîne. Il est régulièrement mon co-animateur. Et il faut savoir que j'utilise beaucoup dans mes invités. Alors je manque cruellement de femmes, de jeunes et de pas blancs. Mais et ça a réparé le micro en même temps. Alors voilà, tu vois, comme quoi tout va bien. Et donc, il est vrai que comme il y a beaucoup de gens intéressés par la durabilité, par ceci, par cela, il y a quand même quelquefois des gars qui ont des avis bien trempés ou des trucs sur la décroissance. Et c'est vrai que j'ai tendance à inviter en général des CEO d'entreprise et d'autres. Je me vanne régulièrement là-dessus. Et donc, c'est plus moi qui est en train de troller que toi. Mais par contre, enfin, peut-être qu'on peut parler sur cette histoire de bulle maintenant, parce qu'en fait, mon audience, c'est vrai que ce sont des gens plutôt de droite.
ce sont des dirigeants d'entreprise, ce sont des gens qui voient le status quo comme quelque chose de bon, qui n'ont pas vraiment un sens que les choses doivent changer, qui sont bien dans leur vie, bien rémunérés, etc. Et en fait, ce que je me suis rendu, et donc, d'une certaine façon, et en fait, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est d'essayer de lier les idées en quelles je crois qui sont un peu plus radicales pour cette audience, avec ces gens-là. Et la façon dont je fais toujours, c'est de dire, c'est à propos du business case, c'est dire en fait c'est un win-win, c'est toujours un win-win. Mais ce que je me suis rendu compte, surtout en faisant le blog, et les réponses que j'ai eues au blog, c'est que beaucoup de ces gens se disent ah ben ça c'est vraiment intéressant, j'avais jamais pensé comme ça, c'est vrai qu'on doit penser aux choses différemment. Même quand j'ai créé un blog qui disait est-ce que le capitalisme était fini, j'ai eu des réponses super positives. Donc je crois que les gens se rendent compte que nous sommes dans un we're living in interesting times, comme on dit. The bubble is exploding Ouais. slowly. Ce qu'on appelle l'hypernormalisation, hein, tu vois, le fait qu'on n'est plus capable de penser en dehors du cadre intellectuel dans lequel on est placé. Donc, les communistes, à un moment, sentaient bien que le système ne fonctionnait plus, mais étaient incapables de repenser le système. Et en fait, le capitalisme est exactement arrivé, enfin, même plus précis que le capitalisme. Pour moi, c'est le néolibéralisme tout à fait, ouais. Qui a tout à fait tout fucked upé. Ou en tout cas, ils ont accéléré le processus. Ouais. Mais tu sais, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui sont au centre de ces institutions capitalistes commencent à changer. Donc j'ai parlé de Larry Fink avant, archi-capitaliste, qui parle de... Comment tu disais encore, purpose? Raison d'être. Voilà. Qui parle de raison d'être d'entreprise, qui parle d'impact sociaux, qui parle de s'occuper de ces gens bien, qui parle pas de cost-cutting et increasing shareholder value. Donc, mais aussi, par exemple, l'année dernière, the US Business Roundtable, qui en fait, ce sont tous les chefs d'entreprise des plus grandes entreprises américaines, ont fait un statement disant que leur priorité, ce n'était pas de focuser uniquement sur shareholder value, mais c'était de focuser sur stakeholder value. Et là, ils disaient l'environnement, les employés, les supply chains, et la société en général. Donc ça, c'est un changement énorme. Et puis tu as le Financial Times qui a une nouvelle campagne qu'ils ont lancée l'année dernière qui s'appelle A New Agenda. Financial Times, de nouveau, c'est le journal que la plupart des capitalistes lisent, qui dit For capitalism to survive, it needs to have purpose. Donc pour que le capitalisme survive, il doit avoir une raison d'être. Donc c'est complètement différent du capitalisme néolibéral de Milton Friedman et d'autres. C'est vraiment quelque chose de... Bon, moi je ne suis pas encore convaincu que le capitalisme soit la solution, mais pour l'instant on n'a pas de meilleure solution. Donc au moins améliorer ce qu'on a. De toute façon, une chose est sûre, et moi c'est une des raisons. Donc la raison qui m'a fait faire ce premier pas dans le future thinking, c'était quand je me suis rendu compte que mes étudiants, quand j'ai commencé à donner cours, de cette génération qu'on disait qu'elle était full digital et et que l'incompréhension et l'angoisse que le monde pouvait leur donner. Donc je me suis dit, en fait, ils ne le comprennent pas, ils sont même stressés pour ça. Et puis, j'ai passé mes conférences quand je me suis rendu compte de l'urgence qu'il y avait quand les collapsologues comme Pablo Servigne, des gens comme ça commençaient à parler de biomimétisme d'écroulement, et de voir comment le cognitive bias des gens de mon entourage, qui sont quand même beaucoup des bourgeois, des entrepreneurs, des gens comme ça, rejetaient ce truc-là en disant ouais mais non, mais ça c'est les bobos gauchistes, et en fait du coup le discours adhérait pas. Et je me suis dit tiens, mais en fait ce qu'il faut, c'est leur faire le premier pas. Si tu les pousses trop loin, par contre, une fois qu'ils s'engagent, ils s'impliquent émotionnellement, ils sont face à leur propre paradoxe. Exactement. Et donc, c'est vrai que tu peux pas leur faire exploser la bulle trop fort, sinon ils vont fight back. Hein, c'est dépendant du système, comme disait Morpheus dans le Construct, quand tu vois, il dit les gens sont tellement dépendants du système qu'ils se battront, they will fight to protect it. Et donc voilà, mais voilà. Est-ce que ça, c'est... je suis un peu perdu dans mes explications, du coup. Sorry.
Mais est-ce que ça, c'est quelque chose aussi, tu sens que le narratif change, tu sens que les choses se mettent. Tu parlais d'évaluation aussi. Est-ce que vous avez des méthodes de scoring pour évaluer externalités, qu'elles soient négatives ou positives? Oui, disons qu'il y en a, il y en a plein. Il y a vraiment plein de différentes méthodes d'évaluer. Bon, les plus connues pour les entreprises, ça a commencé en 2000, c'était le Global Reporting Initiative. Donc ça, c'est toutes les entreprises qui produisaient des rapports développement durable. Moi, je dois t'avouer que quand je veux voir si une entreprise est sérieuse à propos du développement durable, je ne regarde pas dans leur rapport développement durable, je regarde dans leur rapport annuel. Parce que s'ils sont sérieux, ils en parleront à leurs investisseurs dans le rapport annuel. S'ils ne sont pas sérieux, ils ne vont pas le mettre là-dedans. Donc, si tu veux des détails, tu peux aller dans le développement, dans le rapport développement durable. Mais Mais s'il y a un savoir si c'est disconnect entre les deux, c'est absolument. Et souvent, il y en avait, il y en a de moins en moins. Et c'est vrai qu'on voit vraiment un changement assez radical, de nouveau depuis 2017, dans la façon dont les entreprises parlent de ce sujet. Et ils voient que des entreprises qui ont vraiment qui ont leading the change, comme Unilever par exemple, surtout avec Paul Polman, leur CEO précédent, qui a commencé à faire, à donner au brand Unilever une identité. Alors qu'avant, Unilever, c'était une conflagration de différents petits brands de produits. The House of Bread. Voilà. Et maintenant, c'est une entreprise qui a une brand en elle-même. Et ça a beaucoup de valeur. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand Kraft, quand il y avait un takeover, un hostile takeover attempt de Kraft Foods pour Unilever, c'est Paul Polman qui a parlé aux investisseurs, aux actionnaires de Unilever en leur disant, écoutez, vous pouvez prendre l'argent et aller pour une entreprise qui va en fait décomposer ce que nous avons construit, vous faire beaucoup d'argent, mais ce sera fini après ça. Ou bien vous pouvez garder votre argent dans une entreprise qui croit et qui croit aussi, mais qui a une raison d'être, qui investit dans des produits qui ont un impact positif sur les personnes et sur l'environnement, qui voient leur croissance générée par ce genre de produits. Restez avec nous et vous verrez cette croissance et non seulement vous ferez de l'argent, mais vous aurez aussi vous ferez partie de ce voyage. Et les investisseurs ont décidé de rester avec Unilever. Je crois que c'était une des premières fois que ce dialogue, ce narratif de sustainability a fait partie d'une. Et ça a marché parce qu'ils avaient déjà commencé, évidemment. Oui, absolument. Ah, ouais, ils avaient une très bonne ils ont développé une résilience face au hostile takeover, les OPA, voilà. par le fait qu'ils aient un purpose. C'est pas mal, c'est un bon exemple. Je crois que Laurent est dans le chat, toujours. Si tu es toujours dans le chat, Laurent, je pense que ça, c'est un bon exemple pour le purpose pour Stéphane. Tiens. Ce sont mes associés dans The Beyonders. D'ailleurs, le Financial Times a fait un très bon article là-dessus il y a quelques années. Sur le purpose. Oui, exactement. Ouais. Okay. Et comment tu vois alors le futur? J'ai pas envie de parler juste du post-Covid, mais comment tu vois la sustainability? Donc, bien compris que tu étais plutôt optimiste et que tu disais voilà, la direction ça fait longtemps, maintenant ce qui est bien, c'est que le rythme s'est accéléré. Les gens sont clairement conscients que ceci était un choc qui en aura d'autres. Moi, ce qui me fait, enfin, là, je vais pas ouvrir cette porte parce que sinon je vais me perdre là-dedans. Donc, les gens sont conscients de ça, ils s'accélèrent. Comment toi, tu vois le futur? Ben, moi, enfin, du secteur, je parle pas le futur en général. Ouais. Mais enfin, les deux sont liés. Mais en fait, bon, les premiers 15 ans de ma carrière, j'avais des journées très positives et des journées très négatives et très frustrantes. C'était vraiment, one step forward, two step back, constamment. Tu parlais à une entreprise, ils étaient intéressés, et puis tout d'un coup, ils disaient, ah non, pour l'instant, le marketing a pris tout notre budget, aussi, ou ça, etc. Et même dans la situation dans le monde, on voyait des choses très positives se développer, et puis des calamités arriver aussi. Donc j'ai oscillé entre les deux. Maintenant, depuis les dernières années, je suis beaucoup plus positif. Mais j'étais toujours convaincu que le changement dont on avait besoin pour vraiment créer un monde durable n'arriverait pas dans ma vie.
que ce serait vraiment un processus très long terme qui, si on avait de la chance, on y arriverait dans les générations qui suivent. Depuis la crise, je suis bizarrement un peu plus optimiste. Je crois qu'on nous a forcés à réévaluer notre vie, réévaluer ce qui. Donc, et ça, c'est au niveau personnel. Les gens, moi je travaille avec des gens qui passent 52 semaines par an dans un avion pour le travail, qui travaillent de 6 heures du matin à 11 heures du soir, beaucoup de journées, qui ne voient à peine leur famille, qui sont complètement stressés jusqu'à. Ah oui, là, ils viennent de faire la démo que c'était pas la peine. Et donc ces gens-là ont tout d'un coup sont forcés de passer plus de temps avec leur famille, de voyager moins, de parler à leurs collègues d'une façon différente. Et ça a été un changement, c'est un changement, je crois, qui va durer. Parce que moi, d'ailleurs, aujourd'hui, Freshfields a annoncé, donc ma boîte, où les gens passent leur vie dans des avions, qu'à partir de maintenant et jusqu'à preuve du contraire, ça va devenir un agile workplace. Donc agile, ça veut dire que en fait, on fait confiance à nos employés de décider quelle façon de travailler leur va le mieux pour être productif. Donc pour moi, par exemple, moi d'habitude, enfin jusqu'à avant la crise, je passais 3 à 4 heures par jour dans le train. Enfin, train, différents modes de transport, mais 3 à 4 jours porte à porte, bureau, maison et retour. Mais j'ai gagné tout ce temps maintenant. Et ça va continuer. Et les gens qui habitent à Londres, peut-être qu'ils voyagent pas aussi longtemps, mais ça leur prend au moins 1 heure pour arriver au boulot, dans des sardines comme ça dans le tube, ça n'est plus nécessaire. Donc ça, c'est déjà un changement. Ils font confiance à leurs employés. Et ça m'a fait beaucoup penser à quelqu'un, un entrepreneur brésilien qui s'appelle Ricardo Semler, qui en fait avait hérité une entreprise, une boîte de famille qui s'appelait Semco dans les années 80, je crois. Et c'était une boîte qui était une grande boîte industrielle, C'est enfin une brésilienne. référence dans l'innovation managériale, ça. Hein. Voilà, absolument, absolument. Et donc lui, il a dit d'accord, bon, il n'avait pas vraiment envie de devenir chef d'entreprise, mais il a dit à son père, écoute, je veux bien le faire, mais ma façon. Donc il a commencé, il est venu là, il devait avoir 20 ans, quelque chose comme ça, peut-être entre 20 et 30 ans. Et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a sacked, comment on dit, il a renvoyé le comité administratif, le board. Et il a mis d'autres gens qui étaient différents. Et puis il a complètement changé la façon que l'entreprise fonctionnait. Les employés peuvent recruter leurs supérieurs. Ils décident quand est-ce qu'ils vont en vacances, combien de jours de vacances ils ont. Ils décident quand est-ce qu'ils vont au bureau. Ils décident les salaires de leurs supérieurs. Tout ce genre de choses-là. Et ça crée une ambiance de confiance en l'entreprise. C'est une entreprise qui a été d'un revenu annuel, je crois, de 2 millions de dollars ou 4 millions de dollars à 20 millions de dollars en 15 ans. Donc quelque chose d'assez phénoménal. Et je crois que c'est toute cette idée de confiance. Et je crois que si on arrive à faire revenir la confiance dans l'entreprise et qu'on n'est pas que géré par les chiffres, mais qu'on est géré par les relations humaines, je crois que ça va faire une différence énorme. Ce qu'on voit maintenant, même avec cette façon de communiquer que nous avons maintenant, moi comme toi, comme tout le monde, on fait nos appels Zoom et GoToMeeting et tout ça tout le temps. Et en fait, je me rends compte que c'est vrai que j'aurais eu certaines réunions qui auraient été face à face au bureau, mais la plupart de mes réunions auraient été anciennement par téléphone. Et ça, c'est une façon très impersonnelle de faire contact avec des gens. La différence entre un coup de fil et de voir quelqu'un de l'autre côté de l'écran est énorme. Et on voit, on fait pas seulement contact physique, je trouve voit que aussi la personne derrière le boulot. Ça a humanisé terriblement le business. Exactement. En fait, de voir le gars avec sa bibliothèque derrière lui, son gosse qui rentre, sa femme qui tape dans un truc en métal, les oiseaux qui chantent, je trouve que tout d'un coup, c'était plus des collègues, c'était des gens dans leur vie, dans leur quotidien, avec qui tu es en relation pour un but commun. Et je trouve que ce truc complètement transparent, en fait, a complètement changé la donne avec qui tu travailles. Je trouve ça absolument génial. Je sais plus qui disait, tiens, c'est marrant, mais tu mélanges énormément tes comptes professionnels et privés.
Et ça ne se fait pas. Et en fait, pour être tout à fait transparent, j'ai jamais vraiment réfléchi à ça. J'étais toujours très instinctif, moi, comme personne. Donc, j'ai toujours fait les choses un peu d'instinct. Et chez nous, enfin, chez nous, avec mes associés, euh, l'intuition est vraiment la valeur clé. Hmm. Avec l'amour, on dit, voilà. Qui a dit ça? De quoi ça? Mathéo, je dis qui a dit ça, mais je ne sais pas de. Voilà. Merci pour le follow, Vinaigre. Il y a des gens, alors le jeu sur Twitch, c'est tu prends des noms et puis tu fais des follow et comme ça les gens disent merci et puis ils disent le nom et puis en fait, tu vois, voilà, l'exercice c'est de te faire dire le nom. Certainement pas moi. Je ne comprends pas qu'il ne faut pas mélanger. Ah oui, pardon, le privé, pardon, oui, oui, Mathéouche. Oh, c'est des choses que c'est pas toi qui me l'as dit, évidemment. C'est toi, tu fais partie de l'autre école. Mais c'est des choses qu'on m'a dit. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé la consultance, après 6 mois, on est venu me prendre et on m'a dit, écoute, ça ne va pas du tout. Il faut que tu changes ton comportement. Tu ne peux pas te permettre d'être toi-même. Les consultants, ça a une image et tout. Et moi, j'ai répondu, si c'est comme ça, je serai pas consultant Ouais. Moi, parce j'ai que quelque chose- je vais pas pouvoir être moi-même. Ça va pas être possible. C'est drôle. Moi, j'avais Euh, quelque chose de très similaire. Mon premier review, mon premier job, c'était tu es trop relax. Faut pas être relax. C'est pas professionnel. Je dis ah bon? Pourquoi? Donc ouais. Ouais. Et donc, il y a une école comme ça, tu vois, il y a un truc comme ça. Et ça, je pense que ce qui vient d'arriver, la précipitation du télétravail, et que donc aussi, tu n'as pas forcément toujours eu le temps d'aménager. Et donc, voilà, les gens se sont retrouvés en mode freestyle complet. Ouais. Et voilà, enfin voilà, Mais, c'est mais beaucoup plus. donc, ça, c'est une raison pour laquelle je suis positif, c'est qu'on a, comme tu as très bien dit, humanisé l'environnement du travail. Je crois que c'est quelque chose de superbe à voir. Des autres raisons, c'est que je vois cette idée, il y a un hashtag qui est très populaire en ce moment, qui est Build Back Better. Donc, reconstruisons mieux. Et tout simplement, ça veut dire que si maintenant, parce que le monde entier va devoir être recapitalisé d'une façon ou d'une autre. Ouais, mais ils Il y a, sont il en y a- train de sauver les compagnies aériennes, de créer de la dette publique plutôt que de simplement donner l'argent. Tu vois, Pierre Larouturou, par exemple, qui est un économiste français qui est maintenant député européen, lui, ça fait des années qu'il parle il dit, mais créons une banque pour l'environnement, faisons en sorte qu'elle dépende de la BCE, comme ça on frustre pas trop les gens, ouais, ouais. et imprimons des billets pour la transition. Et depuis 10 ans, à chaque fois, on lui dit non. Et je me rappelle, cet été, j'avais été le voir. Et il disait, on nous répond sans cesse que c'est non, qu'on l'a fait une fois en 2008, mais qu'on peut plus le faire. Mais en 2 ans, et il parlait de ça il y a Ouais, ouais. un an, on a imprimé 2600 milliards d'euros qui sont partis à 90% dans la spéculation. Et donc, effectivement, je suis d'accord avec toi sur mon sentiment d'optimisme sur une partie, les 15% du début du changement, je pense que ça s'est accéléré, ça en a peut-être chopé un peu avec. Mais la Chine est repartie comme en 40, il y en a plein qui sont en train d'essayer de sauver les compagnies aériennes à tout prix. Je dis pas qu'il faut pas les sauver, je dis juste, dans la creative destruction, est-ce qu'on est vraiment en train de mettre en avant les entreprises les plus innovantes, celles qui ont les modèles les plus positifs en externalité? Mais regarde l'annonce aujourd'hui de la Commission européenne. Leur recovery plan a deux buts meilleurs sont green growth et digitization. Ah, Et ils se c'est sont, un peu la news. ouais, ouais, non, ils se rendent très bien compte, et ça a même été signé par les pays qui étaient un peu plus récalcitrants, comme la Pologne et la République tchèque, euh, qui se rendent très bien compte que ce mouvement est déjà en train. C'est pas quelque chose qui a commencé avec Covid. Déjà avant Covid, le prix de l'énergie renouvelable était au même niveau que l'énergie de carbone. Donc tout ça c'est déjà en train, ça va pas changer. Maintenant, la question est si on doit réinvestir tout cet argent d'une façon ou d'une autre, supporter nos économies, est-ce qu'on va le faire dans les entreprises qui croient, en Qui croissance, ou croissent, ouais, très bien contourné. merci beaucoup, des entreprises en croissance ou des entreprises qui stagnent? Parce que l'industrie pétrolière stagne, l'industrie renouvelable est en croissance. C'est là où on doit mettre l'argent. N'importe investisseur te dira ça. Donc, moi, je suis très optimiste que les investissements qui se feront
vont continuer. Il y a le chef de l'International Energy Agency, Fatih Birol, qui donc représente l'industrie énergétique mondiale, qui a dit la stratégie de recovery doit être verte et il serait temps que les pays arrêtent de subsidier les entreprises pétrolières qui reçoivent des subsides, quelque chose de 400 milliards de dollars par an. Donc c'est assez incroyable de penser que ça vient de quelqu'un qui en fait représente l'industrie énergétique mondiale. Donc tout ça, ça me dit qu'il y a vraiment une sensation qu'on va devoir faire les choses différentes. Je dis pas que ça va se passer partout. Je suis optimiste pour l'Europe. Je suis pas optimiste pour les États-Unis, sauf si les États-Unis, il y aura un changement de leadership. Donc ça ce serait. On est un peu tous comme ça, mais. Ouais, enfin, tu sais, il fait tellement de conneries en ce moment que... George Lloyd pourrait être un bon... comment dirais-je, malheureusement pour lui. Je ne sais pas si tu as entendu parler de l'affaire George Lloyd, qui est un noir qui vient de se faire tuer. Oui, tout à fait. Ouais. Et comme en face, c'est Biden, c'est Mathéouche on en discute, voilà, Tim Biden, voilà, c'est avec qui on parlait, Tim Biden. Et donc apparemment, Biden a été très très populaire dans les communautés noires, c'est l'adversaire de Trump, enfin voilà. Ouais. Un truc, espérons. Espérons, tout à fait. Donc il y a beaucoup d'endroits où je suis assez positif. Que les choses vont changer pour le bien. Du côté social aussi, je crois qu'il va y avoir des changements assez radicaux. Par exemple, le fait que les gens maintenant vont avoir beaucoup plus de liberté de choisir où ils travaillent. Hein, donc si moi je peux travailler n'importe où pour faire n'importe quel travail, si je peux travailler pour une boîte globale dans la City de Londres, mais vivre en Écosse, ça me permet de supporter les économies locales. Parce que je suis sûr que c'est la même chose dans d'autres pays, mais l'Angleterre est vraiment obsédée par Londres. Et toute l'énergie, toute l'économie est obsédée par Londres. Et les gouvernements de tous côtés, que ce soit de gauche ou de droite, ont essayé de diminuer ce focus sur Londres. Et ils ne sont pas arrivés. Et maintenant, ça va peut-être changer à cause de ça. On va pouvoir injecter de l'argent dans les régions qui sont beaucoup plus éloignées, parce que les gens qui gagnent cet argent vont pouvoir le dépenser là-bas. Ça va aussi permettre à des gens qui n'ont pas les moyens de vivre à Londres, parce que c'est une ville super chère, de joindre une entreprise comme Freshfields, une banque, que ce soit. Et tout d'un coup, la diversité du talent disponible va grandir. Je crois que ça va être quelque chose d'assez intéressant. C'est pour le talent acquisition, dans une époque où c'est devenu le new gold. Le fait de pouvoir aller chercher des talents qui doivent pas forcément habiter à côté de chez toi, c'est une bonne nouvelle. Écoute, on arrive parce que je sais que tu as un rendez-vous après. Je t'avais promis du temps merci, entre les deux. Écoute, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions dans le chat. On n'a pas vraiment beaucoup pris de questions du chat. Faut dire qu'il n'y en a pas eu. Et j'ai pas poussé parce que la discussion était fluide et que voilà, moi je l'ai pas senti comme ça. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat avant qu'on dise au revoir à Oliver et merci. Apparemment, attends, j'ai une question, on dit Mathieu. Il est en train de... Attention parce que Mathieu c'est un blagueur. Hein, donc, non, mais c'est bon. Et donc voilà, mais en tout cas pendant qu'il rédige sa question. Elle est longue la question. Hein. Alors, je vais déjà voir où est-ce que je vais envoyer les gens sur Acropolis. Tiens. Il faut savoir que, comment dirais-je, sur Twitch, quand tu as fini ton live, tu lances des raids. Et donc, le raid, ça veut dire que tu prends toute ta communauté et tu débarques dans le channel de quelqu'un d'autre. Et est-ce qu'il y a Greta Thunberg dans ta question, dit Groovebox? Et donc, voilà, je prépare le raid... pour la communauté. Matt, si tu te dépêches pas, je pense mais que... parlons de Greta Thunberg, tu sais, ça c'est une héroïne incroyable. Hein. La façon dont elle a pu... ce qu'elle a fait en fait, et c'est pas, il y a elle, il y a Extinction Rebellion, qui sont deux mouvements très importants, parce qu'ils ont normalisé, ce n'est plus radical de parler de l'environnement, de parler du changement climatique. C'est quelque chose que nos enfants, quelque chose que nos parents, nos grands-parents, vraiment, comment on dit,
Oui, ça a intégré le discours. Moi, Voilà. en fait, parce que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont assez remontés contre Greta Thunberg. En fait, j'ai dit, c'est jamais qu'une jeune qui dit qu'elle a peur, et donc, en fin de compte, je pense qu'elle est très symptomatique de beaucoup de jeunes. Et de deux, en fait, légitime ou pas, elle a forcé des gens qui étaient légitimes, qui montaient pas au créneau, qui prenaient pas cet espace, à devoir l'occuper. En disant, putain, elle est en train de nous bouffer toute la place. On va devoir y aller parce que sinon cet espace va être occupé et pas par Ouais, nous. ouais. Et ça, pour moi, on peut déjà lui construire une statue rien que pour ça, parce que elle a dit, voilà, merde, on peut plus rester sur place, on va devoir bouger. Alors, Mathéo a posé sa question. Ouais, ouais, je la vois, c'est une bonne question. Je le trouve un peu trop positif sur le remote working. Chacun loin du travail, c'est bien, mais en même temps, on va perdre du côté small talk, vie en communauté, brainstorming imprévu. Je pense que le full remote pourrait appauvrir un bon nombre de boîtes. Nombreux remontés. Oui, C'est quoi BW? le BW, c'est le Brabant wallon, donc c'est là où se Ah, oui, trouvent tous les d'accord. gars qui sont forcément très anti Greta. Alors oui, c'est vrai. Et alors pour te hijacker un peu, moi je travaille dans un collectif qui s'appelle Co-Responsibility, qui était un open innovation truc qu'on vient de lancer. Et notamment, il y a digital dedans. Et un des problèmes qui est posé sur la table qu'on va peut-être prendre, c'est comment que faire pour créer le digital small talks, le digital coffee machine. Alors je pense qu'on n'y arrivera jamais en tant que tel, mais je veux dire voilà. Je Donc, pense pas. enfin, moi, je vois disons que l'informel, il est très important. Hein, et une des choses, un des risques de la situation où nous sommes maintenant et aussi dans le futur un plus agile working, c'est que les gens qui viennent de milieux différents de ceux de la culture de l'entreprise. Donc moi, je prends l'exemple de Freshfields. Donc, nous sommes une boîte où la plupart des gens, en Angleterre en tout cas, ont été éduqués à Oxford ou Cambridge. Beaucoup ont été à Eton, tu sais, tout ce genre de créneaux-là. Mais on fait beaucoup pour agrandir nos employés avec des gens qui viennent de milieux complètement différents. Par exemple, on a une grande pauvreté de jeunes d'origine africaine dans l'industrie légale en Grande-Bretagne. Et donc, on fait beaucoup pour leur donner des opportunités. Et là, c'est où l'informel est très important. Parce que je crois que quelqu'un qui rentre dans une communauté comme ça et qui se sent pas exactement à l'aise parce que les autres gens ont une culture différente, c'est les petites conversations dans le corridor, c'est bien, on va prendre un sandwich ensemble. C'est ça qui fait la différence. Et ça, si on perd ça, je suis tout à fait d'accord, c'est pas une bonne chose. Maintenant, ça veut pas dire que on va plus avoir de bureau central. La différence, ce sera que le bureau, ça deviendra un endroit pour socialiser plutôt qu'un endroit pour être productif. En fait, c'est la même chose que The Future of Retail. À partir du moment où tu as la possibilité de te faire livrer tout et n'importe quoi, à quoi sert un magasin? Ben non, il va pas disparaître parce que les gens ont quand même encore besoin de feel and touch. Mais par contre, la fonction première du truc va évoluer et on est peut-être un peu trop proche de l'aftermath et de ce truc-là pour voir vraiment cette mutation. Mais je pense aussi. Je pense que de nouveau, la vérité est au milieu, donc il n'y a pas c'est l'un ou l'autre. Mais c'est ça le truc, c'est très important ce que tu dis là, parce que en fait, je crois beaucoup au pouvoir de la story. Hein. Et en fait, on peut sortir. Il y a d'ailleurs un débat dans le Financial Times il y a quelques semaines entre Christina Figueres, qui était la dame qui en fait qui a créé le Paris Climate Agreement. C'est elle qui était présidente de cette conférence, et quelqu'un qui représentait right-wing business des États-Unis. Elle disait bien sûr la croissance doit être verte, le recovery doit être vert, social, etc. Et l'autre disait non, on doit croître l'économie et c'est tout ce qui compte. On s'en fout de l'environnement, il faut vraiment que l'économie reprenne. Et ce qui compte, c'est quelle histoire va gagner ce débat-là. Parce que si l'histoire qui gagne ce débat-là est une histoire positive, beaucoup de gens vont y croire et beaucoup de gens vont s'investir dans cette histoire. Si l'histoire qui gagne est une histoire négative, on l'a vu ça, on l'a vu en Grande-Bretagne avec Brexit. C'est ceux qui ont vendu l'histoire négative qui ont gagné. Aux États-Unis, c'est ceux qui ont vendu l'histoire négative qui ont gagné. L'histoire anti-immigration, l'histoire on a peur, on se remet ensemble, toutes ces conneries, c'est eux qui ont gagné. L'histoire qui sort de Covid,
va vraiment définir les décennies qui viennent. Si c'est une histoire positive de Build Back Better, on a de la chance. Si c'est une histoire négative qui dit non, non, maintenant qu'on a vu que les étrangers ils amènent des maladies et qu'on doit avoir nos économies locales parce que sinon on est dépendant des autres et tout ça, c'est fini. On n'a plus de chance. Mais moi je suis positif avec ça. Eh ben, écoute, c'est une bonne façon de conclure. Ah, je vois que Euh, ma sœur a participé au chat là. Qui ça? Ta Tiens, sœur? Oui, DS1 tout et à fait. DS3? Ouais, ouais. J'ai fait un tout petit peu de propagande dans ton réseau. Ben, c'est bien ça. Bah écoute, je trouvais l'occasion, je me suis dit que ce serait rigolo et que je pouvais pas ne pas communiquer sur le fait que on se croisait dans une virtual room quelque part pour parler de ça. Ça me paraissait sympa en Très tout cas. sympa. Et donc voilà, un tout grand merci Oliver, vraiment. Oh, c'est très sympa. Super sympa. À refaire certainement parce que c'est un thème dans lequel je pense qu'il y a tant de choses à dire. Et donc, si à un moment même toi tu dis tiens ça c'était intéressant, c'est un truc que j'aimerais bien partager, n'hésite pas à venir même toi-même proposer un truc. T'es toujours le bienvenu. Merci beaucoup. Non, c'est très Voilà. sympa. Ma room t'est ouverte, et on y est tous les mardis à 21 h et on peut s'improviser des choses n'importe quoi, n'importe quand. C'est Alors, ces génial. gens qui ont besoin d'être rassurés quand on fait une blague sur eux. Oh, Mathéouche, on va continuer à troller. Voilà. Alors, sur ce truc-là, je vous envoie sur Acropolis. Oliver, merci beaucoup et faites un bonjour de notre part. Dans 9 secondes, je vous envoie sur Orbite. Merci les gens. Mardi prochain, je reçois Marc Van Remenant de chez Netway pour parler neurosciences. À mardi. Merci beaucoup. Salut. Au revoir tout le monde. Voilà. Et ben, hop, on est... Attends, je vais couper le stream.